Retour sur ce plateau, on la sous avec nos invités. On va donc aborder deux sujets d'actualité. Et bien sûr, Mathias Koulodji déjà nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mathias, à vos côtés. Louis Assogba, journaliste. Bonjour Louis. Bonjour, bonjour le plateau. Bonjour. Voilà, vous êtes tout en bleu à ma gauche. Et puis aussi un bleu foncé. Raïb Moussa qui nous accompagne, métaphysicien. Merci aussi de participer à cette causerie. Alors, à l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi, Mathias Koulodji Dejan, le ministre a annoncé le financement d'un projet de sécurisation du parc national de Pandjari. L'objectif est de lutter contre les actes de braconnage et autres actes illicites dans ce parc national. Quel regard portez-vous sur cela? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que le but principal d'un parc de ressources naturelles, c'est d'abord la conservation de ces ressources-là. Et pourquoi pas aussi la promotion de ces ressources naturelles, surtout végétales et animales, et à travers le tourisme. Et le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 a mis un accent particulier donc sur l'aspect tourisme, parce que le gouvernement pense qu'à travers le tourisme, on peut rapporter énormément d'argent pour faire développer notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que ça soit le parc Pendjari, avant les réformes engagées au niveau du parc Pendjari, et bien sûr le parc W, qui est un parc géré en 3 pays, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso. Ce parc, ou bien ces parcs sont sujets à beaucoup de problèmes, surtout du point de vue même de leur gestion, et pourquoi pas aussi du point de vue des activités illicites de braconnage et même d'exploitation des ressources forestières que nous avons. Et donc je pense que le gouvernement, si aujourd'hui le gouvernement arrive à mettre autant de milliards, je crois, j'ai lu 367 millions du moins, et 361 000 et quelques. Oui. Je pense que c'est pour davantage se rassurer quand même que les gens vont prendre conscience de l'importance de ces ressources naturelles que nous avons encore, et pourquoi pas développer le tourisme pour que nous puissions nous dire on a pu quand même tirer quelque chose de là. Donc c'est très bien, je pense que c'est une très bonne action, pourvu que dans cet investissement-là, on y met du sérieux pour qu'à terme on ait les résultats escomptés. Et je crois qu'il y a aussi un partenaire, la fondation des savanes ouest-africaines, qui doit apporter une partie aussi. Donc je crois que ensemble, le projet doit pouvoir quand même porter ses fruits. C'est heureux. Oui, Louis Assogba, on sait que cette réserve est l'une des plus grandes réserves animalières de la sous-région, et cette décision que vient de prendre le gouvernement, n'est-ce pas, est-ce que ça ne vient pas donner plus d'importance à cette réserve-là? Oui, tout à fait. Vous savez, quand on parle de parc de Pendjari, en réalité, c'est un joyau. C'est un joyau, et aujourd'hui, on ne peut pas nous envier peut-être à certains pays de la sous-région, sauf qu'on peut parler par exemple de l'Afrique du Sud, au Kenya et autres, mais en réalité, quand on prend le parc Pendjari, c'est un réserve en réalité plus que naturel et aussi inscrit dans le cadre du tourisme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est en réalité l'un des sites les plus visités. Quand on prend le tourisme béninois, quand vous prenez les expatriés, ceux-là qui devront... Quand on parle du Bénin en général, tous les regards sont braqués vers ce parc-là avant de parler d'autres sites touristiques. Donc, le gouvernement a bien fait de faire ce choix-là, de préserver. Encore que, entre-temps, on en a eu des incidents. Je rends hommage à ce guide-là qui a été tué. Et donc, à partir de cet instant, moi, je dis, c'est quelque chose à plus valoriser. Et déjà, il faut passer par la sécurisation. Parce que quelqu'un qui quitte l'extérieur pour venir rendre visite, la première des choses à savoir, est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que le parc, là où je voudrais aller rendre visite, je voudrais aller passer peut-être les vacances, est-ce que je n'aurai pas de problème? Et donc, à partir de cet instant, la chose majeure à prendre en compte en réalité, c'est la sécurisation de parc, c'est à valoriser davantage pour permettre à ceux-là qui sont à l'extérieur de venir rendre visite. Encore que c'est quelque chose de plus naturel, c'est des animaux, enfin,
la faune, la flore, tout et tout ce qu'on n'a jamais eu par le passé, ce qu'on n'a jamais vu. Et pour la première fois, on veut voir. Je crois que c'est une destination idéale. Et pour l'incident qui s'est passé, moi j'ai dit, pour les médias internationaux, c'est tout à fait, c'est une communication qu'on a fait pour le Bénin en fait. Vous allez demander pourquoi. Parce que c'est pour la première fois que certains, moi-même qui suis ici, c'est vrai qu'on parle de ça, mais c'est pour la première fois je vois des images extraordinaires. Mais je dis, ça veut dire qu'on a vraiment de richesse au Bénin. Donc, pour le gouvernement, je pense que c'est la meilleure option à prendre pour permettre de faire venir les touristes au Bénin. Très bien. On sait que la Côte d'Ivoire, par exemple, lutte contre le braconnage des éléphants, notamment là-bas. Est-ce qu'au Bénin, lorsqu'on prend de telles mesures pour lutter contre le braconnage de toutes les espèces animalières, Rahim Moussa, vous pouvez vous rassurer effectivement que le Bénin priorise le tourisme entre autres? Oh, n'oubliez pas le départ du programme du chef de l'État. C'est le départ, il l'avait déjà dit clairement. Et il ne fait que assurer ce qu'il a dit. L'autre chose, c'est quoi? Même si on n'a rien, la culture, ce que nous avons comme culture, est immense. Et nous devons considérer désormais, ce n'est pas comme aussi nos ressources culturelles. Pourquoi? Vous avez des plantes rares qu'on ne retrouve plus ailleurs. Vous avez de ces animaux qu'on ne retrouve. Ça dit, si petit à petit, ne sécurisons pas ces lieux, dans les années à venir, il y a des choses qu'on ira chercher ailleurs. Ou bien, d'abord, les gens vont venir prendre nos choses, et après, c'est eux qui vont venir les vendre. Ah oui. La première chose, c'est quoi? Ce sont les populations d'alentour qu'on doit éduquer. Que c'est leur bien d'abord, avant d'être pour l'État. C'est leur bien d'abord. Donc, pourquoi ne pas travailler à ce que qu'on travaille sur des objets, tout ce qui serait des originaux de la zone. De manière à ce que quand les touristes viennent, les touristes aussi bénéficient, comme quand on va en Égypte, on a les gadgets, on a plein de trucs. Ce qui est certain, partout où il y a tourisme, le mot d'ordre, c'est sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, donc le fait de sécuriser ces parcs, c'est d'abord une manière de rassurer tout le monde. Et c'est une manière aussi d'envoyer un message fort à tous ces médias qui ont... vous voyez, on a voulu même pratiquement prendre ça pour nous salir. Parce que quand on suit la suite, ce n'est pas seulement pour annoncer, c'est pour nous déstabiliser. Et maintenant, nous aussi, on est en contre-attaque de revalorisation. On dit aux gens, nous sommes maintenant, nous avons sécurisé nos lieux, vous pouvez revenir. C'est ça, en fait. Et on ne peut qu'encourager le gouvernement. Et surtout, les populations, de prendre ça comme leur bien. Parce que les premiers qui sont les protecteurs d'un environnement, ce sont les autochtones. Et non le gouvernement. Le gouvernement vient en tant qu'État pour encadrer. Voilà. Mathias Koulodji, déjà on sait qu'après les incidents survenus au niveau du parc récemment avec l'affaire des otages français, on a entendu des autorités françaises qui avaient estimé que le parc était dans une zone rouge à ne pas visiter par des touristes, alors que ce n'était pas forcément rendu public avant les incidents. On a constaté qu'après ils ont actualisé une carte qu'ils ont mise à la disposition du monde entier. Et récemment aussi, on a constaté que même dans ces pays-là, ce n'est pas forcément la lune de miel. Mais bref, est-ce qu'aujourd'hui, avec ces mesures sécuritaires, on peut davantage attirer d'investisseurs, enfin, de touristes tout simplement, qui viennent aussi renflouer les caisses nationales? Mais je voudrais faire une nuance rapidement, puisque les incidents de prise d'otages avaient eu lieu au parc Pendjari. Oui, il s'agit actuellement du parc W. Bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. Donc, ce qui s'est passé au parc Pendjari, personne ne peut imaginer du jour au lendemain qu'on allait connaître un tel incident. Maintenant, les autorités françaises sont dans leur rôle, c'est de jeter l'opprobre sur, en tout cas, le Bénin. Moi, je ne leur en veux pas. Mais il revient à nous-mêmes, Béninois, de prendre conscience que chez nous, si tel qu'on le dit, c'est une zone rouge,
je ne pense pas que nous puissions nous-mêmes nous y rendre, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui continuent de se rendre dans ces packs-là. Donc pour moi, la mesure... Le parc national d'Oulvé qui sera sécurisé de cette manière avec ce projet, est-ce que ça peut rassurer les touristes qui viendront vraiment au Bénin? Justement, puisque c'est le but même, c'est l'objectif même que poursuit le gouvernement. C'est davantage de rassurer les touristes que des mesures ont été prises pour que leur arrivée désormais au niveau de ce parc-là, ils ne puissent rien craindre en réalité. Donc c'est l'objectif. Et je pense que le gouvernement ici est dans une méthode beaucoup plus préventive. Même au niveau du parc Pendiari, vous n'êtes pas sans savoir que depuis que ce parc a été confié, comment appelle-t-on, à African Park Network, beaucoup de mesures de sécurité ont été prises. Mais peut-être qu'il y avait une faille à un certain niveau, mais dès que cet incident-là est survenu, il y a eu un dispositif sécuritaire qui a été renforcé maintenant au niveau de ce parc. Donc, davantage, le gouvernement est en train de progressivement rassurer les gens. Et pour que ces mesures-là soient plus perceptibles, c'est que nous-mêmes, déjà au niveau du pays, nous puissions croire à ces mesures du gouvernement et que nous nous y rendions régulièrement pour montrer. Et vous, c'est-à-dire les médias doivent aussi accompagner le gouvernement dans ce sens-là pour que déjà en vous invitant sur ce plateau pour en parler, c'est que nous faisons notre part de non, déjà, vous faites un grand travail. Bon, mais on va vous demander davantage, un peu plus, pour que lorsque les touristes nationaux même se déplacent au niveau de ces sites-là, que quelquefois vous puissiez... On les montre à la télévision. Voilà, pour que, de toutes les manières, il faut que le gouvernement aussi peut-être mette la main à la poche pour que, au niveau des médias aussi, la tâche soit facilitée. Donc, je pense que ces mesures vont certainement rassurer les touristes étrangers surtout. Louis Assogba, il faut dire que le gouvernement, avant même de prendre ces mesures du Conseil des ministres dernier, il y a eu le déploiement des forces sécuritaires. Je veux parler de la police républicaine qui était sur le terrain juste pour sécuriser le parc national W. Et en plus de ça, il y a eu des formations sur le terrain concernant de ces autochtones qui veulent bien sûr assurer la sécurité. Tout ceci, j'aimerais faire une nuance. Le fait que le gouvernement essaie de mettre la main à la pâte en ce qui concerne la sécurisation du parc, alors que le parc était déjà destiné à une société qui déjà assurerait, si on peut le dire, la sécurité de ce parc-là. Est-ce que ça ne vient pas montrer que le gouvernement veut à tout prix sauver les patrimoines du pays? D'abord, l'objectif, ce n'est pas de sauver seulement le patrimoine, mais c'est de sauver également la nation béninoise. Parce que lorsque vous parlez de parc de Pendiari, et que même on confiait ça à une société privée, s'il y a eu de failles, et qu'il y a eu de problèmes, ce n'est pas la société qui est mise en lumière. La preuve, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc c'est le Bénin tout entier, à travers l'État, à travers le gouvernement, à travers le régime qui est en place à l'époque, qui est mis en lumière, et à qui on va trouver peut-être des défauts. Et donc pour laver tout ça, il va falloir, même si c'est confié à une société privée, parce que au-delà de la sécurité du parc, c'est la sécurité nationale. Parce que l'autre chose, lorsque vous prenez le parc, vous avez vu, quand on va situer ça géographiquement, nous ne sommes pas loin de certaines régions sous menace de djihadistes et autres rébellions. Et donc, à partir de là, il faut que le Bénin, il faut que l'État trouve les moyens pour parler de la sécurisation. Parce qu'au-delà, il doit sécuriser, n'est-ce pas, ses fils et filles. Et donc, c'est à partir de là, moi, je pense que ce n'est pas une ingérence, en fait, mais c'est qu'au-delà de cette sécurisation de Pâques, c'est une sécurisation nationale. Très bien. C'est un tout, hein, Rabia Moussa, on parle sécurité, mais on parle également d'activités illicites contre lesquelles on lutte. Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est en train donc de préserver vraiment nos réserves touristiques? C'est même un devoir, un des devoirs du gouvernement. Mais la lutte contre les activités illicites, ça va aussi dans le cadre du renforcement de la sécurité en même temps. Merci. Parce que celui qui triche a souvent tendance à utiliser des méthodes malhonnêtes. Mais la première sécurisation de ces packs,
c'est d'abord les populations autochtones à qui il faut faire prendre conscience que ces genres d'activités malhonnêtes ne favorisent pas la paix. Ce que le gouvernement fait, c'est premièrement d'abord, en plus de protéger la nature, protéger les populations. C'est d'abord ça. Maintenant, s'il y a 2 sécurités, si tu as 4 gardes corps, mon frère, c'est bien. Ça renforce la sécurité. Le plus important, c'est que il faut vraiment éliminer ceux qui aiment les trafics illicites là. Parce que ça fait que on se demande, est-ce que ces gens-là, ils pensent à demain? Ce qui fait notre fierté, nous-mêmes, on salit ça. À un moment donné, il y avait, vous savez, il faut tout faire pour que le gouvernement, en prônant la culture, rien ne salit ce projet. Parce que c'est sa marque. On a vu des gouvernements qui ont dit refondation. Mais ici, c'est rupture et Bénin révélé. Tout est déjà dedans. Bénin révélé. Tout ce que le gouvernement va faire pour qu'on puisse nous connaître nos richesses, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais le Bénin révélé a besoin aussi de sécurité, de sécurisation. On en a besoin. Parce que si vous-même, mes amis, Olali et Gilles, vous voulez aller là-bas comme demande mon frère. Oui. Ah, normalement, s'il n'y a pas les gardes, vous voyez. Et ce que j'allais demander même, c'est que le gouvernement puisse avoir un programme d'emmener les enfants là-bas. Et que, comme dit mon frère, qu'on filme. Et qu'on vienne montrer. Et nous-mêmes, n'attendons pas forcément les étrangers. Les étrangers. Ça peut être fait les premiers au CEP, les premiers au BPC, ou bien les 3 premiers, je ne sais pas. Aux différents examens. En général. Et en plus de ça, nous demandons humblement au gouvernement de promouvoir ces génies. Les génies, nous en avons, il faut les promouvoir. Ceux qui font tout pour que l'image du pays soit honorable, nous devons les promouvoir. Parce que c'est quand on n'encourage pas que les gens, petit à petit, vous savez, celui qui a fait, ne lui demandez pas d'avoir une conscience propre. Il va résister. Il ne peut pas résister tout le temps. Justement. Très bien, il faut préciser rapidement pour conclure ce sujet que, comme Mathias le disait tout à l'heure, c'est un projet de lutte contre les activités illicites dans le parc national d'Oulvé, bien sûr en partenariat avec la Fondation des savanes ouest-africaines FSOA, qui est le partenaire stratégique de ce projet. Le gouvernement a d'abord autorisé d'ailleurs le décaissement de la participation du Bénin qui s'élève à une somme de 347 361 840 francs CFA. Alors, parlons sport tout de même. Louis Assogba, vous avez suivi les 3 premières rencontres du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient actuellement en Égypte. Le Bénin qui a fait match nul partout, enfin, dans déjà le groupe F où il se logeait et puis se qualifie pour le 8e de finale, affronte les Lions de l'Atlas du Maroc. Aujourd'hui, quelles sont les chances de réussite du Bénin? Le Bénin a plusieurs chances. D'abord, vous savez, j'ai l'habitude de le dire, c'est le seul domaine dans lequel il y a de l'injustice, c'est le sport. En général, le football. Vous allez me demander pourquoi. Parce que sur papier, vous pouvez être premier et sur le terrain, le dernier va vous battre. La preuve, vous avez vu, je ne sais pas si vous suivez Copa América avec Pérou qui a laminé le double tenant du titre, le Chili. C'est pour vous dire que nous avons toutes les cartes en main. D'abord, nous sommes 11 joueurs. Le Maroc aussi a 11 joueurs. Nous avons un arbitre pour les 2 équipes. Nous avons des supporters. C'est pour dire, on rentre sur le terrain en étant égaux, en quelque sorte. Et c'est à partir maintenant du jeu qu'on va départager qui est fort ou qui n'est pas fort. Alors, la stratégie aujourd'hui, l'équipe béninoise doit savoir qu'on a déjà fini avec les matchs de poule. Doit oublier les matchs nuls, doit peut-être mettre en tête que c'est maintenant que nous voulons démarrer la compétition. Il ne faut pas avoir un mental
très facile, mental très bas pour dire nous sommes en face d'une équipe qui historiquement nous a gagné dans tous les matchs. Oui. Il faut préciser, avec des scores Très lourd. très lourds, très fleuves, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, aujourd'hui, ça serait peut-être un match de revanche pour les écureuils. Si les écureuils devraient écrire une histoire, je pense que c'est aujourd'hui. C'est vrai, nous sommes qualifiés en 8e de finale et on va dire que c'est pour la première fois. Mais il faut avoir un mental très haut. Regardez par exemple l'équipe malgache. C'est une équipe qui participe pour la première fois, qui est première de cette poule avec 7 points. 7 points, avec le grand voisin de l'Est, je veux parler du Nigeria, qui a été plusieurs fois champion en titre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait enlever de notre tête qu'on veut rencontrer une équipe athlétiquement au point ou autre, mais dire que nous sommes 50-50, nous sommes égaux, et à partir de cet instant, nous allons jouer. Et ne pas jouer aussi. Bon, je ne suis pas l'entraîneur. J'ai constaté que les matchs nuls qui ont été, joués où on a concédé des nuls, c'est des matchs souvent où on joue défensivement, on veut conserver des nuls. Mais aujourd'hui, vous êtes en face d'une équipe, je ne suis pas un coach, d'une équipe très athlétiquement au point, physiquement et autres. Donc, à partir de cet instant, lorsqu'on va dire on veut jouer défensivement, ça va nous donner de fil à retordre. Et donc, à partir de cet instant, je dis, il faut que l'équipe béninoise s'engage et joue correctement, comme si c'est pour la première fois nous sommes allés à la CAN, comme si c'est maintenant nous voulons démarrer la compétition et on peut davantage encore écrire l'histoire. Mathias, déjà, quelles sont les chances que disposent les écureuils? Bon, vous savez, il ne faut pas espérer l'impossible. Hein. Moi, j'ai écouté Michel Duffier après la qualification des écureuils à une conférence de presse où il disait « Je ne vous promets pas que j'irai vous gagner la coupe maintenant ». Donc tout est dit et je pense que les écureuils ont déjà fait un grand effort. Même si aujourd'hui ils s'arrêtent en 8e de finale, moi je dis mais vous avez fait quelque chose parce que dans une poule, non en tout cas, quand je prends les équipes comme le Cameroun, le Ghana et qu'on arrive à tenir un match nul avec ces équipes-là, moi je dis... pas faire la même chose avec le Maroc. Justement, si on arrive à faire la même chose avec le Maroc et que peut-être on aille au tir au but et que par la chance, puisque aussi c'est une question de chance. Je dis, tir au but, voilà, ça devient aléatoire. Absolument. Donc je dirais, mais chapeau à vous, au moins le quart de finale. Mais je dis une fois encore, moi je n'espère pas l'impossible. Il peut arriver que nous nous retrouvions même en demi-finale, mais là c'est aussi une question de chance. Donc je pense que les écureuils aujourd'hui, si moi j'ai quelque chose à dire pour qu'ils puissent tenir un temps soit peu dans ce match, c'est la confiance en soi d'abord. Parce que sans ça, si déjà en voyant les Marocains en face, ils sont démoralisés, mais je crois qu'ils sont déjà battus avant le match. Donc il faut que le coach puisse les amener à comprendre que quelle que soit l'équipe qui est en face de vous, c'est d'abord la confiance en vous-même qui peut vous amener à même tenir ne serait-ce qu'un match nul. Et ça va rentrer dans l'histoire parce qu'il paraît que toutes les rencontres qu'on a tenues avec le Maroc, on a toujours été battus jusque-là. Donc si on arrive à tenir même un match nul avant même d'aller au tir au but, ce serait historique. Donc c'est ce que je peux dire sur la question. Très bien, Raïm Yamoussa. Dofi, je ne suis pas d'accord avec mon frère. Le Bénin sera révélé. C'est ça. Face au Maroc. Hein. Je ne veux même pas beaucoup C'est intéressant. Je crois que le métaphysicien souvent prédit ce qui veut se passer. La dernière fois, il va y arriver. Bien sûr. Oui. Raïm Moussa, vous avez la parole. Vous n'avez pas subi la honte. Sérieusement. Allez l'écrire quelque part. Le vendredi dernier, vous disiez sur ce plateau que le Bénin ne va pas sombrer. Et je vous rappelais que la télévision avait de la mémoire. C'est vrai que on a été qualifié pour les 8e de finale. Et là, nous tapons derrière les Lions de l'Atlas, les Marocains très très rapides sur le terrain. Et là, vous nous rassurez. Ils n'ont qu'à être rapides. Mais l'écureuil aussi sait courir. C'est vrai. Ça, c'est le surnom. Moi, on m'a appris une chose. Dans toutes les écoles que j'ai faites là, que c'est la foi et la volonté qui déterminent tout. Et vous verrez la foi et la volonté encore aujourd'hui. S'il plaît à Dieu. Et au nom des membres de nos ancêtres. Amen. Est-ce que c'est la prestation des écureuils pendant les 3 premiers matchs qui vous fait dire cela, ou bien c'est une prédiction? Il faut qu'on sache exactement.
On a dit Bénin révélé. Vous ne savez pas ce que c'est un mot de pouvoir. C'est ça? Bénin révélé. Hein? C'est une prédiction. C'est une prédiction? C'est ça. Mais lorsque vous voyez l'équipe nationale jouer en Égypte, ça vous rassure? Vous avez l'impression qu'effectivement on a une équipe aujourd'hui qui puisse vraiment faire la fierté du Bénin de par la qualité du jeu? Ils ont déjà fait la fierté là où nous sommes. Il faut leur reconnaître ça. On doit cesser de nous auto-aviler nous-mêmes. C'est la foi nationale et la volonté nationale qu'il nous faut. Et je suis sûr que le mystère existe. Et en football, c'est mon frère qui disait ça. Ou bien, on peut être premier sur le papier. Oui, c'était... Donc, sachez que le mystère existe. C'est ça. Mathias, ce que l'on dit des gens, ça vous rassure? Bon, je pense que, métaphysicien, loin d'être rassuré, oui. Je pense qu'il faut que quand même je puisse tenir à ça d'abord, ce qu'il a dit. Je ne suis pas entièrement rassuré, mais je dis son dernier mot m'importe plus, le mystère existe. Donc ça veut dire que le métaphysicien sait pertinemment que si on arrive à gagner le Maroc, ça rentre dans le mystère, c'est-à-dire c'est mystérieux. Donc je pense que c'est ce mystère-là que j'attends. Dans le même temps, et je veux avoir foi à ce mystère-là pour que nous puissions nous retrouver en quart de finale. C'est ce que je dis tout simplement. Très bien. Louis Assoba, donc espérons alors, espérons. Oui, oui. Espérons et n'ayons pas, je le dis toujours, n'ayons pas un mental facile, un mental de vaincu, un mental qui doit dire, bon, nous sommes déjà en 8e de finale, on a déjà fait l'essentiel, bon, même si le Maroc nous gagne, quand on va rentrer chez nous, on serait accueillis comme des héros. Ce n'est pas ça. Ayons un mental pour dire, nous pouvons continuer à écrire l'histoire. Et à écrire l'histoire, c'est de tenir tête à ces Marocains. Si vous avez pu faire un match nul avec le grand Ghana, si vous avez pu déjà faire un match nul avec le grand Cameroun, pourquoi ne pas rééditer très bien, pourquoi ne pas rééditer l'exploit face aux Marocains? Moi je dis, le Bénin, la poule dans laquelle le Bénin s'est logé pour les matchs de poule, c'est une poule très dense. Je peux même dire que c'est une poule de la mort. Parce que, vous n'avez pas ça à savoir, le Bénin est 3e avec 3 points. Oui. Alors qu'au même moment, on a d'autres poules où le 2e a 3 points. Je veux parler de la Tunisie. La Tunisie qui a fait 3 matchs nuls et qui a 3 points. C'est pour dire quoi? Ici, nous, on a fait 3 matchs nuls et on est 3e. C'est pour dire, nous sommes en face des équipes, on était en face des équipes athlétiquement au point également, où on a pu les défier en 5 points chacun. Même la Guinée, la Guinée-Bissau a été une équipe très forte. C'est pour dire, si on a pu faire tout possible pour quitter ce piège-là, on peut commencer par écrire l'histoire. Parce que à partir de maintenant, les chances sont égales. Que ce soit du côté du Maroc, que ce soit du côté du Bénin. Et donc, la seule chose qui puisse faire gagner les Béninois, moi je le dis, c'est d'aller sur le terrain et avoir un esprit de vainqueur. Et là, tout peut passer. Mais je reste avec vous pour qu'on parle un peu plus technique cette fois en sport. Lorsqu'on finit de régler les problèmes de mental, lorsqu'on finit d'être très positif et très confiant en soi, et qu'on est écureuil actuellement en Égypte, quel type de technique ou de système de jeu voulez-vous de la part de Michel Dussuet aujourd'hui? Écoutez, je l'ai déjà dit. Michel Dussuet a présenté. Voilà, je l'ai déjà dit. La plupart de ces systèmes, c'est les systèmes à but défensif. Oui. C'est-à-dire défendre. Mais à partir devant le Ghana, devant le Cameroun aussi. Devant le Cameroun, c'est devant la Guinée où ça un peu, c'est un peu, ça a apporté un peu de. Même si on n'a pas été très réaliste. Voilà. Et donc à partir de cet instant, je pense que cette fois-ci, le fait de défendre chaque fois, on subit. Vous allez voir, face au Camerounais, c'est comme si on jouait un camp. Et je vais dire oui, c'est comme si on jouait un camp où chaque fois le ballon est du côté du camp des Béninois. Et bon, c'est comme si on jouait un camp pratiquement et la domination a été nette du côté des Camerounais. Cette fois-ci, moi je dis, si on va défendre encore pour défendre, pour dire nous voulons conserver 0 but partout, moi je ne serai pas content. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de dire nous avons déjà oublié les 3 matchs joués. C'est maintenant la compétition veut démarrer et on a les mêmes chances. Et puisqu'on a les mêmes chances, il faut jouer avec un système comme si
on veut jouer pour jouer, on veut jouer pour gagner. Et on veut jouer pour gagner. Quand on veut gagner, on ne peut pas jouer défensivement pour gagner. On doit jouer également offensivement. Je ne suis pas trop coach, je ne suis pas trop sportif. Je pense que les grandes équipes de ce monde, la meilleure des choses pour gagner, c'est de placer 2 attaquants, c'est de placer 3 attaquants pour pouvoir gagner. Je pense qu'à partir de là, le Bénin aura une chance. Donc, le système que moi je ne veux pas un système défensif. Si on doit prendre but, on prend but et on revient à la maison. Mais il faut tenter également dans le camp adverse. Et tenter dans le camp adverse, c'est de faire tout possible pour aller titiller ce camp adverse-là et de remporter, n'est-ce pas, la victoire. Mathias Desjans. Je crois que nous avons un problème. On a un problème à la défense béninoise. Vous n'êtes pas sans savoir. Donc si le coach en est conscient et qu'il arrive à faire de telle sorte que tous les joueurs reviennent à la défensive, je pense que c'est seulement lui qui sait pourquoi il le fait. Et moi, je veux forcément qu'il continue dans cette lancée, sinon on va prendre trop de buts, contrairement à mon ami. Je voudrais bien, c'est-à-dire mon souhait le plus absolu, c'est que le Bénin arrive à tenir, pourquoi pas un match nul avec le Maroc. C'est la seule possibilité que nous nous retrouvions au tir au but où tout est aléatoire. C'est la seule possibilité. Mais il faut aussi espérer que, au-delà peut-être de pousser les Marocains vers leur camp, il y a des coups de pied arrêtés, des corners, des coups francs auxquels les Béninois peuvent se montrer très dangereux. Non, justement, avec je suis d'accord. Qui tire superbement bien. C'est là que je partage quelque peu l'avis de Louis Asogba qui dit il faut quelques joueurs à l'attaque. A dit pourquoi pas 2 joueurs qui tout au moins fait l'effort d'aller et même de se replier quand il est temps de venir défendre aussi à la défense. Donc je pense que l'objectif de ce match, ce n'est pas d'aller chercher une victoire qui déjà me paraît moi difficile, mais c'est tout au moins c'est tout au moins d'arriver à montrer aux Marocains qu'à défaut de les gagner, on peut tenir un match nul avec eux. Et pourquoi pas, si on se retrouvait au tir au but. Vous savez, l'équipe marocaine est supérieure à nous. Moi, je reconnais cela. Je voudrais reconnaître cela. Oui, Mathias, est-ce que c'est pour autant qu'on va être défaitiste déjà? Non, je ne dis pas que c'est pas ce que je dis. Mais quand vous savez la taille de votre adversaire, vous vous préparez en conséquence. La France a battu l'Argentine 4-2. On ne pourrait pas prédire un tel score. Oui. La France a éliminé l'Uruguay en Coupe du Monde. Mais pourquoi vous ne voulez pas que le Bénin... Vous savez, je ne suis pas tellement fan du football. Mais je dis ceci. Quand vous savez la taille de votre adversaire, la France qui est arrivée à battre peut-être l'Argentine, vous pensez que... L'Argentine de Lionel Messi. Je ne refuse pas. La France peut-être ne s'était pas mis à l'esprit peut-être de battre, mais le jour là, peut-être le jour n'était pas, c'est-à-dire le jour là n'était pas argentin peut-être. Et si demain, ou bien ce soir, c'est-à-dire si ce vendredi n'est pas, comment appelle-t-on, marocain, mais je pense que le Bénin va aussi montrer sa performance. Mais je dis, avant ce match, si j'ai un conseil à donner à nos joueurs, ou du moins au staff qui encadre nos écureuils, c'est que déjà qu'ils connaissent la taille de l'adversaire, il faut qu'ils se préparent en conséquence. Et pour moi, ce n'est pas d'aller chercher une victoire qui déjà est difficile, mais c'est de tout au moins ne pas être mené avec un score qui déjà vous défavorise. C'est-à-dire un match nul vous envoie directement au tir au but où tout peut se passer. Donc pour moi, c'est la même avis. Je vais approfondir ces genres d'aspects avec Louis. Et Louis, on a vu justement en Coupe du Monde Lionel Messi qui portait haut le nom de l'Argentine, c'est la star. On a vu aussi Luis Suarez pour l'Uruguay, même avec Diego Forlán, qui c'est vrai, il était déjà fatigué, mais qui était là, redoutable pour l'Uruguay. Mais la France, sans avoir forcément de grandes stars au préalable, a pu les battre sur des scores qui ne sont pas forcément très étriqués. Vous savez, ce que mon ami est en train de dire, je pense que dans le jargon footballistique, ou bien de sport en général, ce n'est pas permis. L'esprit d'être vaincu. Je pense que c'est l'esprit de vainqueur qui est dans le football. Vous voyez, quand vous prenez des compétitions, ça arrive toujours des petites équipes que vous croyez, bon, vous allez les éliminer facilement. Et c'est ces équipes-là, finalement, oui, l'équipe malgache. Si cette équipe avait mis en tête,
bon, nous avons déjà 4 points, nous sommes 3e face au Nigeria, nous allons faire peut-être un match nul et autres, mais c'est cette équipe-là qui a battu le Nigeria. Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas dire que c'est parce que le Nigeria, vous n'allez pas dire que c'est parce que le Nigeria est dans son mauvais jour. Non, écoutez, lorsque vous prenez Copa avec le Pérou a été 3e repêché pour jouer la suite. Aujourd'hui, le Pérou est allé en finale. Lorsque vous prenez le Portugal, il a été 3e et il a remporté la compétition. C'est pour dire quoi? Enfin, de l'Euro, mais 2016, merci. C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous prenez des équipes comme ça, petites équipes comme ça, lorsque vous avez la mentalité d'aller jouer, bon, c'est parce que nous sommes en face d'une grande équipe, il faut faire le minimum et rentrer chez nous. C'est là où vous prenez 4 buts, 5 buts et autres. Mais lorsque vous avez l'esprit que nous sommes partis pour battre cette équipe, cet esprit-là vous amène à avoir un système de jeu très performant. Mais lorsque vous avez un mental très facile pour dire c'est pour aller faire, ça aussi vous amène à avoir un système de jeu très facile pour permettre à l'adversaire d'aller battre. Aujourd'hui, moi je dis, on a déjà fait l'essentiel pour aller en 8e de finale. Je dis d'accord, mais nous n'avons rien à envier à l'équipe malgache, à d'autres équipes sur le continent. Et donc, par de ce fait, on peut battre facilement le Maroc. Et donc, je dis, le jeu aujourd'hui, n'allez pas en 8e de finale pour dire nous avons déjà fait l'essentiel et par conséquent, il faut faire le minimum et rentrer chez nous. Écrivez l'histoire et écrire l'histoire à partir de cet instant, c'est d'avoir l'audace pour dire le Maroc, on doit le battre. Mais lorsque nous allons rentrer, moi franchement, si aujourd'hui je suis le Maroc et je vois que l'esprit de ces joueurs-là, c'est d'aller faire, pour ne pas prendre assez de buts, j'éteins ma télévision, je vais aller me promener. Non, c'est très facile. Je vais avoir du beau jeu. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est pour tout le monde. C'est pour les petites équipes. Et aujourd'hui, les petites équipes se révèlent à travers le football. Pérou, je ne maîtrise pas Pérou. Mais aujourd'hui, ça fait 4 fois que vous oui, c'est un exemple que je donne. C'est pour dire. Tellement marqué. Oui, ça m'a tellement marqué. Un pays qui est 3e de sa poule, qui bat facilement, qui vient en finale contre le Brésil. Je crois que c'est un coup de chapeau qu'il faut tirer à ces équipes-là. Donc, le Bénin également peut rééditer cet exploit-là. Raimi Moussa, vous n'êtes pas reporter sportif, vous n'êtes même pas un journaliste sportif, mais vous suivez des matchs à la télévision. Et vous avez certainement remarqué qu'à cette Coupe d'Afrique des Nations, on a certaines équipes maghrébines très engagées. L'Égypte, qui a pour ambition de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, qui veut gagner la CAN aussi. La Tunisie, dans une certaine mesure, même si jusqu'à présent la Tunisie est aussi qualifiée au même titre. Il faut parler de l'Algérie. L'Algérie, que j'allais oublier. Est-ce que on peut dire, parce que si jamais le Bénin arrivait à éliminer le Maroc, ça sera très historique. Vous nous rassurez qu'effectivement, étant donné qu'on a une équipe qui encaisse très peu de buts aujourd'hui, ce n'est plus forcément un Bénin qu'on prend pour laminer rapidement, pour l'éliminer. On peut s'assurer qu'effectivement, le Bénin peut tenir le choc face au Maroc. Je voudrais que nous retenions que aujourd'hui est sous la vibration du nombre 33. Bien, c'est ce que j'attendais. En fait. Le nombre de la parole. Le verbe s'est fait chair. Nous n'avons pas le droit d'être négatifs. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous n'avons pas le droit. Mais cette volonté doit être en notre faveur. Hein? S'il vous plaît, je dis que la volonté de Dieu soit faite. C'est-à-dire, nous ne devons pas douter. Nous pouvons douter dans la tête, mais ne prononçons pas. Nous devons espérer en confiance et sérénité, comme on dit. Espérer en confiance et sérénité. Et surtout, par nos pensées accompagnées. Parce qu'on n'a pas besoin d'être là-bas pour être avec eux. C'est ça que vous ne savez pas.